On accueille sur cette scène Émilie Le Goff et Laurent de la Clergerie, s'il vous plaît. Applaudissez-les, ils viennent nous rejoindre. Bonjour Émilie. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour Laurent. Venez nous rejoindre. Juste un truc par esprit d'équipe, on ne s'est pas enquiquiné pendant 6 mois pour trouver une musique, pour pas que vous arriviez sur scène en marchant comme ça. La prochaine fois, vous nous faites un petit pas de danse. Merci au moins pour rendre hommage aux musiciens. Bonjour à tous les deux, on est ravis de vous avoir parce qu'on a envie de voir comment lâcher prise pour être à l'affût justement des signaux faibles. Vous allez nous en parler tous les deux. Émilie, vous êtes la fondatrice de Troops.fr, présidente de French Tech One Lyon-Saint-Etienne. Dans votre parcours d'entrepreneuse, racontez-moi comment vous êtes, vous, à l'affût des opportunités sur votre boussole. En fait, je suis à l'affût dans des journées comme ça. Moi, oui. Toutes mes opportunités, enfin mon intuition, j'appuise dans les rencontres. Donc faites attention à ce que vous dites, mais voilà, dans les soirées réseau, mais aussi dans les soirées entre amis, dans tout ce qui m'entoure en fait en permanence. C'est pas dédié. Je fais pas des recherches dans l'absolu, c'est ce qui m'entoure en fait qui me permet de saisir des opportunités. Et vous dites souvent que vous êtes une intuitive aussi, vous sentez les choses. Ouais, je me fie pas mal à mon intuition. Donc je me plante 4 fois sur 5, mais il y a au moins 1 fois sur 5 que ça fonctionne et ça permet d'avancer, quoi. Et ça vaut le coup de tenter, évidemment. Laurent, c'est quoi votre source d'inspiration? On vous connaît, vous êtes à la tête de LDLC, quel succès aussi et quel joli parcours. Quelle est la source de votre inspiration? Est-ce que vous avez une tactique pour vous détecter les opportunités? Alors, pas vraiment de tactique, mais en fait, je suis à l'écoute de tout. Je vais lire énormément, je vais écouter les gens, la radio, lire les journaux, l'actualité, et essayer de trouver dedans tous les signaux faibles qui, à un moment, vont m'inspirer et vont me faire dire, bah tiens, si je vois, j'ai lu ça dans un bouquin, j'ai vu ça, ils disent ça à la radio ce matin, il y a peut-être un truc à faire, et je vais foncer. Enfin, foncer, pas tout à fait, mais je vais réfléchir et en tout cas, je vais y aller après. C'est ce qui fait qu'on dit de vous, parfois, que vous êtes un imprévisible? Alors les gens ont le sentiment que je suis imprévisible parce que je peux partir du jour au lendemain sur un projet, mais il a toujours été pensé. Il vient jamais de nulle part. Donnez-moi un exemple concret de ce que vous avez mis en place, par exemple. Alors on va parler du dernier projet, je ne sais pas si c'est le lieu, mais... Si, allez-y, ils vont se régaler, vraiment. 4 jours de travail par semaine sur 32 heures. Projet dont j'ai eu l'idée simplement en lisant un article de Microsoft qu'il avait mis en place pendant 1 mois au Japon, et qui m'a obligé simplement, il y a une recherche de bien-être dans la boîte, à me poser dessus en me disant mais finalement est-ce que les gens ne pourraient pas travailler 4 jours? Alors je sais, on a tous été traumatisés par les 35 heures, moi le premier, mais en fait le 4 jours c'est pas la même chose, et en fait j'ai posé le truc sur le papier, j'ai réfléchi, et à la fin je me suis dit mais merde, ça va rien me coûter ou presque, et ça peut apporter que du bien-être, et j'ai foncé. Et c'est bien tenté. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, si vous voulez savoir comment on garde le même salaire à 4 jours par semaine et 32 heures, allez le voir. Et avant de lui gueuler dessus, demandez d'abord comment ça se passe. Et ensuite, ça se passe bien. Évidemment, j'imagine bien sûr. Si, et Émilie et Laurent aussi d'ailleurs, mais si on analyse votre parcours entrepreneurial, qui est souvent pris en exemple l'un et l'autre, quels sont les signaux faibles que vous avez captés finalement, qui vous ont le plus marqué pour faire celle et celui que vous êtes devenu aujourd'hui? Le signal faible qui m'a le plus marqué, c'est une bonne question, parce que par définition, un signal faible, enfin, il y a des signaux faibles, il y en a plein. Ouais. Il n'y en a pas un en particulier, mais si je dois prendre un exemple, par exemple, souvent moi des clients dont j'ai pas de nouvelles, s'ils sont très mécontents, qui gueulent ou qui sont contents, on les voit beaucoup, mais quand on commence à avoir pas trop de nouvelles sur la longueur, ou pareil pour un salarié, en plus moi je suis en télétravail, quand il n'y a pas de nouvelles, pour moi je trouve que c'est un exemple de signaux faibles, en tout cas qu'il faut suivre. Et vous, c'était des études consommateurs, c'est ça? Alors oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, une fois j'ai lu une étude qui disait que 60% des gens sur Internet regardaient le prix en premier. Seulement quand on se base sur le prix sur Internet, on n'est pas rentable à la fin. Et j'en ai déduit, moi, de l'étude, que 40% des consommateurs ne regardaient pas le prix en premier, et que c'est cela que je voulais avoir. Et c'est ce qui nous a permis d'être rentable et de grandir comme on est aujourd'hui. Et l'idée, vous l'assumez aussi, c'est cette vision finalement hors des conventions, une vision qui vous appartient. En fait, l'idée, c'est de se dire, on a créé une école LDLC, et les élèves dans cette école, quand ils arrivent, enfin plutôt quand ils sortent, je leur dis, vous avez tout appris, on vous a appris toutes les règles, vous avez lu tout ce qu'il y a dans les bouquins, vous savez comment fonctionnent les autres. Maintenant, si vous voulez réussir, il va falloir faire tout le contraire, ou pas, mais en tout cas, il va falloir faire différent. Vous avez les règles de jeu des autres, donc apprenez, on vous les a appris, maintenant apprenez à être différent, et c'est ça qui vous permettra de réussir plus tard.
Il faut oser. Émilie, je suis sûr que si je vous demande la chose la plus folle que vous ayez fait, j'imagine qu'il y en a plein en fait, parce que vous osez au quotidien. Oui, il y en a beaucoup. Après, on parle de fou. Au niveau professionnel, peut-être la période où j'ai un peu craqué, c'est lorsque j'ai fait ma levée de fonds pour Troops, Ouais. où j'ai valorisé la boîte 12 millions. J'ai fait une levée de fonds de 3 millions, ce qui paraît rien par rapport aux levées qui ont été annoncées hier. Mais enfin, dans l'absolu, pour moi, bien. c'était beaucoup parce que j'avais Bien sûr. rien, j'avais pas encore de salariés, j'avais pas encore de produits. Donc c'était une valorisation sur une boîte qui allait démarrer. Voilà, donc je pensais y arriver sur le coup, mais quand même, j'ai été surprise d'y arriver pour de vrai une fois que ça s'est produit, quoi. Si je vous demandais l'un et l'autre finalement, parce que derrière le fait d'oser, de partir à l'aventure, et finalement c'est la rencontre d'aujourd'hui, de quelle manière vous vous sentez libre sur une échelle de 1 à 10? Vous vous sentez libre l'un et l'autre dans votre entreprise et dans ce que vous entreprenez? Totalement libre, oui. Je te mettrais 10. Oui. 10, 11 même sur 10 Ouais, même 11 sur 10, quoi. Alors après, on a des contraintes, hein, parce que souvent, il y a, par exemple, mes enfants qui me disent « Mais si c'est toi la chef, pourquoi tu viens pas nous voir, etc. » Mais en fait, finalement, les contraintes, on a quand même des comptes à rendre à nos salariés, à nos banquiers, à nos clients. Donc, c'est pas Bien une sûr. liberté totale, mais on a quand même le choix de temps en temps de se dire, on fait ce qu'on veut, puis on a fait le choix d'être entrepreneur, donc rien que ça, c'est 11 sur 10. Ouais. Il y a 10 000 façons d'être une entreprise libérée. Le modèle dont vous parlez peut être une manière de voir l'entreprise libérée, etc. Est-ce que c'est du bullshit ou l'Eldorado? Parce que moi, à force d'animer des événements tous les jours dans les entreprises, un peu partout en France, j'ai toujours des types qui sortent de nulle part dont je me demande combien de cigarettes de cannabis ils ont fumé depuis 25 ans pour venir nous donner des leçons de Yaka Faucon, vous allez voir l'entreprise libérée. Et puis à l'arrivée, les mecs, en fait, ils n'y arrivent pas. Alors, bullshit, Eldorado, comment vous le décryptez, ça? Alors l'entreprise libérée, c'est typiquement le sujet. Avant de me lancer, j'ai lu des tonnes de bouquins, j'ai lu tout ce qu'il y avait, j'ai vu que toutes les entreprises étaient différentes et qu'il n'y a pas une définition en tant que telle de l'entreprise libérée. Moi, je l'ai résumé en 3 mots. Un qui est central au milieu de tout, c'est la confiance au sein de l'entreprise. Ouais. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas aller plus loin de toute façon. Et puis à partir du moment où on a la confiance, on peut lâcher les deux autres canaux importants qui sont autonomie et responsabilisation des équipes. Et une fois qu'on a ça, finalement, sans parler de hiérarchie écrasée, sans parler de tous ces trucs-là, on a une entreprise qui devient agile et qui devient libérée, dans le sens du terme, le plus général. Et on n'a pas besoin de prendre le cas extrême de l'entreprise libérée où on dit on enlève toute la hiérarchie et ça y est, l'entreprise est libérée. Non, ce qui est vraiment important, c'est que la confiance soit installée dans l'entreprise pour maximiser l'autonomisation des équipes et les responsabiliser au maximum. Quand on a ça, il y a une alchimie magique qui fonctionne. Au risque de déboussoler les équipes? Alors, ça déboussole les équipes au départ parce que effectivement, il y a un petit peu moins de hiérarchie chez nous que dans une entreprise standard liée à ça, puisqu'il y a plus de responsabilisation des équipes. Donc ça déboussole un peu les managers qui deviennent des accompagnants et plus des contrôlants. Mais une fois que c'est installé, finalement, les gens s'y retrouvent. Ça peut être votre modèle, Émilie, l'entreprise libérée? Moi, je suis un peu trop autoritaire, je pense, pour réussir à faire l'entreprise libérée. Donc voilà, après, je laisse beaucoup d'autonomie et beaucoup de confiance aux équipes. Une fois qu'il se passe quelque chose, par contre, je ne pardonne pas. Mais vous avez racheté une boîte qui était une entreprise libérée? Vous avez acheté une boîte, en fait? Ouais, j'ai acheté une boîte, moi, qui avait mis un management d'entreprise libérée, mais après, ça dépend. Justement, il n'y avait pas de management. Ça a été un gros problème parce que il se trouve que c'est ceux qui parlaient le plus et ceux qui avaient, pas forcément ceux qui avaient les meilleures compétences, qui avaient pris le pouvoir. Donc, mais je pense qu'il y a différentes formes, effectivement, d'entreprise libérée. Donc, c'est un terme un peu générique. Je vais regarder avec vous, finalement, la thématique toujours. Quelles sont, selon vous, les polarités de vos boussoles à vous? Qu'est-ce qui vous guide, finalement, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest? Comment est-ce que vous vous guidez? C'est de l'analytique, de l'intuitif? Comment vous faites? Alors, beaucoup d'intuitif, beaucoup d'écoute qui crée de l'intuitif. Et aujourd'hui, la boussole principale, c'est le bien-être et le futur. Aujourd'hui, je guide l'entreprise par rapport au bien-être qu'il peut y avoir parce que c'est vraiment une ressource d'énergie dans l'entreprise qui est presque... Enfin, quand j'utilise le mot magique, c'est pas au hasard. Hein, je suis moi-même surpris des résultats qu'on a en ce moment par rapport à tout ce qui a été mis en place et qui a été centré simplement sur le bien-être. Émilie? Moi, une des choses qui me guide, c'est de devoir m'amuser. Franchement, j'aime bien m'amuser et si droit devant, j'ai pas ça comme objectif, je sais que je serai pas performante. Et puis, j'aime bien avoir aussi des projets qui sont audacieux, quoi. Dans la French Tech, il y a des startups qui appliquent d'ailleurs beaucoup un concept qui est Go Big or Go Home. Donc l'idée, c'est vraiment on vise grand et plus on vise haut, plus c'est sympa d'avoir cette visibilité, quoi. Donc c'est ma boussole. Sinon, rentrez à la maison. L'un et l'autre, l'un me dit je prends le temps de lire. Quoi?
L'autre va me dire, ben, moi, j'ai pas le temps de lire. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Qu'est-ce qui vous inspire? Quand est-ce que vous prenez le temps de lire? Si je prends le livre qui a déclenché l'entreprise libérée, c'était le livre d'Alexandre Gérard, Oui. le patron qui voulait plus être chef. En fait, ça m'a simplement fait réfléchir sur moi-même, parce que c'est pareil, j'en avais entendu parler comme vous tous en me disant c'est un truc, c'est fumeux. Fumeux. Et finalement, non. Et puis je me suis reconnu dans ce modèle. Je me suis dit mais merde, t'es pas quelqu'un d'autoritaire, t'es pas quelqu'un qui veut pousser tout le temps les gens, t'es pas un contrôlant. Et si ça peut marcher comme ça doit marcher comme ça chez toi. Et c'est là que je suis parti dans ce projet. Et vous n'avez pas le temps, vous ne le prenez pas en tout cas. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre, très longtemps. Malheureusement, hein, je pense que va falloir que je m'y remette quand même. Ça vous manque ou pas? Vous vous inspirez de quoi? De l'actu plutôt? Vous êtes... Ouais, de l'actu, donc c'est pas des choses où il y a beaucoup de culture, hein, mais de l'actu, des réseaux sociaux, et puis des gens qui m'entourent. Mais bon, petit à petit, je me remettrai un petit peu à la télé et à la lecture surtout. On est en constante évolution et vous le prouvez chacun dans vos business. Cette année vous a transformé particulièrement. C'est quoi la métamorphose pour vous aujourd'hui et la métamorphose de demain? Vous l'analysez comment? Vous le voyez comment? C'est un sujet de 4 heures du baccalauréat. Je le propose là, on le teste pour l'éducation nationale l'année prochaine. Émilie, je lui donne la patate chaude, elle se débrouille avec ça. Ben moi, je veux dire qu'il va plus y avoir de métamorphose parce qu'elle va tellement être continuelle que ça ne sera pas vraiment un terme qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y avait des changements peut-être tous les 15 ans, puis tous les 5 ans, il fallait repenser. On avait une stratégie d'entreprise à 5 ans. Là, maintenant, ça devient même compliqué parfois d'avoir une stratégie d'entreprise à 3 mois, même si on se donne l'idée, enfin, en tout cas, l'impression d'avoir une vue à 5 ans, ça bouge tellement. Enfin, ce qui s'est passé ces derniers temps, on ne l'avait pas vu venir. Donc je pense que la métamorphose va être de plus en plus continue et ça va devenir un mode de vie pour tout le monde au jour le jour, quoi. Vous, ça peut être la métamorphose du papillon, Laurent? Ouais, non, mais oui, justement, si je reprends l'idée de métamorphose, j'ai créé une boîte qui était une start-up. C'est l'art du papillon, si on veut. Ouais. Ensuite, je suis passé en mode cocon. Le mode cocon, pour moi, c'était le mode contrôlant. C'est le moment où tout se structure. Ouais. Et ce qu'on fait depuis 3 ans, là, en cherchant à mettre du bien-être dans l'entreprise, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Tout ce que je raconte aujourd'hui, il y a eu 3 ans derrière. Bah, c'est ce qui a permis au papillon d'éclore. Et aujourd'hui, on a une vraie entreprise qui se porte bien. Il faut venir le voir pour le vivre. Mais c'est incroyable. Et vous le dites très bien, je voudrais terminer là-dessus parce qu'on se l'est dit ce matin, il n'y a pas d'angélisme, mais comme on le vit tous au quotidien, on peut se le dire. Vous avez aussi vos périodes de doute. Il y a des moments où vous avez envie de tout envoyer paître, envoyer balader, etc. Il y a des moments où, merde, j'ai plus envie. Voilà, on peut se le dire, Émilie? Le doute. J'en ai très très souvent. Et puis dans ces cas-là, je vais boire des coups, donc je bois souvent des coups. Voilà. Très très bien. L'alcool face au doute, mesdames et messieurs, sera la prochaine thématique de cette émission. Vous pourrez témoigner un visage caché en disant je bois 14 heures par jour. Et on ne dira pas qui vous êtes. Laurent, vos doutes? Alors, le doute, ça fait partie de l'entrepreneur. Le doute, on l'a dans l'échec, on l'a dans plein de moments parce qu'on ne réussit pas tout le temps. Moi, ce que je trouve le plus dur quand on a des doutes, c'est ce masque qu'on est obligé de mettre face aux équipes. Parce qu'on doit toujours montrer aux équipes qu'on avance, qu'on fonce. Et on ne doit jamais avoir de doute face à eux. Mais effectivement, ça arrive de temps en temps. L'entrepreneur alcoolique, il n'en fallait pas plus pour servir le journaliste vicieux que je suis. Le dernier mot que vous souhaitez offrir à jeun, s'il vous plaît, à celles et ceux qui sont venus vous écouter ce matin, Émilie. Le dernier mot, conclusion. Ah oui, patate chaude cette fois pour Laurent. Patate chaude. Tout ce que j'ai mis en place, effectivement, ça fait parler, ça peut faire peur à certains d'entre vous, me prendre pour un fou ou un provocateur. Ça n'est ni l'un ni l'autre, hein. C'est vraiment une recherche de bien-être et de performance derrière. Je vais vous donner un chiffre si je peux conclure. On était 1000 quand on faisait 490 millions d'euros il y a 1 an. On est 1000 quand on fait 725 millions d'euros cette année. Waouh. Il y a eu 50% d'efficacité produite. Voilà. Merci. Ouais, du coup, ce dernier mot était parfait. Moi, je vais juste dire un mot, c'est profiter. On a une belle journée, donc profitez de tout ce qui se présentera aujourd'hui. Et pas qu'avec l'alcool. Mesdames et messieurs, ils étaient vos invités. Merci Laurent, merci Émilie. On vous kiffe. Merci à tous les deux. Go home.